Ce dimanche en F1, le Grand Prix de Bahreïn accueillait la première manche de la saison 2022. Après des années à lutter pour voler la vedette à Melbourne pour ouvrir les championnats de F1, le monétisation virus a beaucoup aidé les organisateurs bahreïniens à doucement laisser leur super pouvoir parler. Super pouvoir qui priva quelques fans d'aller observer les nouvelles Formule 1 rouler, comme par habitude à Barcelone. Super pouvoir que vous, moi et des millions d'autres personnes et assez intimes ne peuvent que rêver d'avoir des thunes. Et ne parlez pas de thunes à Haas qui a eu un intersaison à la hauteur d'une équipe ayant profané un cimetière sacré après une saison 2021 particulièrement douloureuse. Mais l'écurie américaine a su rester forte et ressort grandi de cette épreuve avec un revenant en son sein. Et que dire de ces nouvelles F1 ? Visuellement, tout le monde en a été subjugué, mais en piste, c'était tout autre chose. Un peu lente et souvireuse avec un phénomène redouté, celui du marsouinage. Déjà observé avec les premières F1 effets de sol, cette nouvelle réglementation aérodynamique hybride, assumant à moitié son effet de sol avec l'absence de jupe, ce phénomène a posé beaucoup de problèmes à certaines équipes. Malgré tout, les puristes pourront se ravir de retrouver un pilotage plus pur, avec des freinages bien plus techniques à appréhender et des vitesses en virage bien plus lentes, permettant de faire briller les différents styles de pilotage. Bottas débutant son nouveau challenge avec Alfa Romeo et Tsunoda en quête de confirmer son potentiel pour mériter plus fermement sa place dans le programme Red Bull, perdent une session d'essai libre à cause de problèmes techniques. En qualification, Ferrari confirme les espoirs affichés pendant les essais privés avec Leclerc et Sainz offrant une belle lutte pour la pole position face à Verstappen. Les écarts sont minuscules à la fin du premier relais de Q3, mais lors de la dernière tentative, Charles Leclerc ressuscite la prouesse qui lui valait tant de crédibilité 3 ans plus tôt lorsqu'il prenait sa première pole ici même. Le terrible scénario de 2019 se répéterait-il ? Les inquiétudes sont grandes à voir le monégasque partager la première ligne avec Max Verstappen, le nouveau champion en titre au statut controversé. En effet, la FIA n'a pas manqué de rappeler le final honteux de 2021 en publiant son analyse des événements d'Abu Dhabi juste avant la qualif. Après 3 mois de délibération, la FIA en a conclu qu'une erreur assez importante avait été commise dans le poste de direction de course. Heureusement qu'ils ont été là pour nous le faire remarquer. Mais nul grabuge au départ, Leclerc s'envole, Verstappen et Sainz suivent alors que Pérez se fait maltraiter et passer par Hamilton dans une Mercedes marsouinant bien plus que ma Twingo à 130 km/h et Magnussen. Les plus grands scientifiques débattent encore de la question de qui, entre Magnussen et Haas, a fait le comeback le plus inattendu en 2022. Mais Checo ne tarde pas à reprendre sa place et chasser Sainz. C'est pas facile à dire chasser Sainz. Leclerc parvient à creuser 4 secondes d'avance sur Verstappen, mais Red Bull arrête rapidement son champion du monde. Bénéficiant de ses gommes fraîches, Maximus est parvenu à revenir dans la zone de DRS du Monégasque et nous offre une belle lutte pour la tête de course, alors que Ross Brawn et Dark Dominicali préparent une conférence pour célébrer la réussite des nouvelles réglementations 2022. Malgré tout, cette lutte a démontré l'utilité du DRS, entre Leclerc acceptant de se laisser passer au virage 1 pour bénéficier du DRS à son tour et repasser, et après que Verstappen ait bloqué ses roues en tentant un dépassement, perdant du temps, il sort de la zone de DRS, chutant lentement au fil des tours. Après cela, Leclerc n'a jamais semblé menacé, gérant son rythme et ses pneumatiques mieux que n'importe qui, jusqu'à ce qu'à 15 tours de la fin, Red Bull appelle ses 2 pilotes au stand dans un pari stratégique brillamment exécuté, laissant Ferrari avec très peu d'options. Verstappen reprend 1 seconde 7 en un tour. C'est un tour de réflexion de trop pour la Scuderia qui décide de copier les Red Bull jusqu'à ce que la polémique ne débute. Oui, Pierre Gasly abandonne, garant sa machine en bord de piste, forçant l'intervention de la safety car. Ferrari a un arrêt gratuit et Leclerc conserve la tête de course. La Scuderia Ferrari, la mythique équipe italienne, sauvée par une Alpha Tauri, équipe basée à Faenza en Italie, à 100 km de Maranello, sauve une victoire italienne.
Comme par hasard, la presse ne pourra pas passer à côté de cet hasardeux coup du sort beaucoup trop favorable pour les Rouges. Mais malgré les évidentes manipulations de Ferrari et de AlphaTauri contre Red Bull, les voitures au numéro 1 ne pourront défendre leur chance. Victime de soucis mécaniques depuis le début de course, Verstappen abandonne imité par Perez le tour suivant, son moteur se coupant en plein effort, démontrant à quel point ça peut être quand même super méga dangereux. Il semble que les problèmes de direction rencontrés par Maximus soient dus à une colonne de direction endommagée lorsque les mécaniciens ont relâché la voiture lors du dernier arrêt au stand. Quant aux problèmes moteurs, on parle de problèmes d'alimentation du carburant. Charles Leclerc retrouve la voie du succès en remportant son 3e Grand Prix en Formule 1 et enregistre son premier hat-trick avec pole, meilleur tour et victoire, à 2 tours près du Grand Chelem, réaffirmant sa position de digne challenger au succès pour faire taire ses détracteurs. Excepté lors des qualifications, Sainz a admis avoir du mal à trouver l'aisance qu'avait son coéquipier, mais après avoir lutté pour tenir Perez hors du DRS, Carlos permet à Ferrari d'enregistrer son premier doublé depuis Singapour 2019 et son premier doublé de début de saison depuis Bahreïn 2010. Et d'ailleurs, depuis cette date, c'est le 6e doublé des Rouges. Désolé pour la piqûre de rappel, cher tifosi. Bien que purement symbolique et nullement significatif d'où seront les Rouges dans quelques manches, ce résultat parfait vient donner un coup de boost magistral au management Binotto qui montera sur le podium pour l'occasion pour célébrer ce qui pourrait être un tournant important pour son équipe. Red Bull pleure et Mercedes sèche ses larmes après un intersaison difficile, faisant partie des équipes souffrant le plus du marsouinage avec une monoplace capricieuse en virage lent. Mais Lewis Hamilton n'aura pas manqué de rappeler sa fin de compétition après un départ agressif, luttant aussi longtemps que possible avec les 2 top teams du jour et profitant de la safety car de fin de course pour menacer Perez avant que le Red Bull Powertrain ne lui offre gentiment sa place sur le podium. C'est un Lewis serein et fier de ce résultat qui prend son trophée avec la certitude d'avoir rappelé que si les flèches d'argent ne sont pas au sommet, il serait fou de ne pas compter sur eux pour revenir. De son côté, Russell aura démontré un rythme intéressant tout au long du week-end, sans jamais s'approcher en dessous des 15 centièmes de son équipier en termes de rythme, avant de rater sa dernière tentative en qualif et démarrer très loin. Néanmoins, il a su faire le strict minimum en remontant et terminant juste derrière lui. Certains voudront s'en moquer, mais personnellement, je suis convaincu que Mercedes a eu exactement ce qu'ils attendaient de lui. Un résultat propre pour lui permettre de gagner en confiance et en expérience en laissant le caïd se charger de mener l'équipe. Parmi les équipes qui auront de quoi se réjouir, Haas est passé en quelques mois de la risée du plateau à la meilleure amie des fans. N'oublions pas que Haas a passé 3 saisons avec la même monoplace dans le but de préparer une révolution technique qui fut repoussée à cause du monétisation virus et après un partenariat délicat avec un sponsor tyrannique, un rookie en manque de repères et un autre en déchéance totale, le retour surprise de Kevin Magnussen pour remplacer ce dernier voyait la cote de popularité du Danois passer de « ce petit con qui sait pas conduire » à « la référence dont Haas avait besoin ». Et que diable, K-Mag a frappé très fort. Si Haas a produit une voiture au niveau attendu lors des essais privés, Schumacher n'a pas manqué de rappeler que piloter en Formule 1 tout seul le dimanche pendant 1 an n'aide pas à acquérir de l'expérience dans le peloton, avec des micro-erreurs déterminantes tant dans son tour de qualification que dans ses relais de course, non aidé par une touchette avec Ocon au départ qui ruinait son premier relais, bien que chanceux d'effectuer un sublime 360. Après 1 an de tourisme en queue de peloton, Schumacher semble enfin faire ses vrais débuts en F1 et 11e, c'est être le premier des derniers dans le peloton, mais pour Haas, c'est un résultat magistral, bien qu'il semble en demi-teinte face à la 5e position de Magnussen. Il a rappelé que dans le peloton, ce sont les petits riens qui font toute la différence et il enregistre le meilleur résultat de son équipe depuis leur 4e et 5e place en Autriche 2018, ce qui nous rappelle cette saison où Magnussen prouvait qu'il était une force à ne pas ignorer dans le peloton. Alfa Romeo enregistre sa meilleure performance depuis Brésil 2019 et première double entrée dans les points depuis Imola 2020 en ramenant Bottas en P6. L'écurie suisse produisait une voiture qui intéressait tant les passionnés techniques avec un concept intéressant que les trolls d'internet avec un manque de fiabilité hilarant. Malgré un manque de roulage abyssal pendant l'hiver et en essai libre 1, Valtteri n'a pas manqué de rappeler celui qui séduisait tant le peloton lorsqu'il était chez Williams.
Après une belle qualification, le v'là qui fait un départ digne de ses plus belles heures chez Mercedes et se retrouve en queue de peloton. Un mauvais départ imité par son coéquipier Zhou Guanyu qui se retrouvait ainsi juste derrière son coéquipier. Incroyablement fidèle à ce qu'il démontrait en Formule 2 et en essai libre et privé malgré une qualification brouillonne avec quelques erreurs, le premier pilote chinois de l'histoire est resté très loin du ridicule en suivant son coéquipier pendant la majorité de la course, se frayant un chemin dans le peloton avec quelques dépassements particulièrement osés mais toujours propres. Peu aidé par la safety car en fin de course, il réussit un dépassement important sur Schumacher pour prendre son premier point en Formule 1 et construit des bases solides pour la saison. Après avoir percuté Schumacher au départ, Ocon subissait 5 secondes de pénalité. Le genre de truc que tu veux pas avoir quand tu joues dans le peloton. Mais profitant des abandons des Red Bull Powertrain, il saisit une belle 7ème place pour Alpine, loin des standards qu'on peut espérer pour une telle structure lorsqu'on a une Haas et Alfa Romeo devant, et exactement là où on la laissait il y a quelques mois. Mais en terminant devant son coéquipier et en le rattrapant à plusieurs reprises en piste, Esteban a démontré une bien meilleure adaptation à sa nouvelle monture que Nando Alonso, qui semblait passer sa course à bloquer ses roues et déplorer son usure pneumatique. Néanmoins, Nando fut là pour prendre 2 points avec un dépassement dans la mini-course finale sur Schumacher, nous rappelant un des moments les plus mythiques de leur rivalité sur ce même tracé en 2006. Alpha Tauri semblait loin des points à la régulière, mais Gasly démontrait un bel esprit combatif dans le peloton et semblait en mesure de chercher quelques unités au mondial avant de préférer aider son copain d'enfance en écoutant les magouilles de son stand en mettant le feu à son moteur. Quant à Petit Noda, après une qualification bien difficile, peu aidé par un manque de roulage en essai libre 3, les courses solides de Lawson, Vips ou Iwasa en Formule 2 lui ont rappelé qu'il devait se bouger pour affirmer sa place en F1 et il a servi le résultat le dimanche en remontant le peloton au fil de la course. 12e, le résultat de Lance Stroll pourrait sembler encourageant, mais la réalité est qu'il était loin de la Haas de Schumacher devant lui, même si la safety car en fin de course y a joué pour beaucoup. Et avec les 3 abandons devant lui, ce serait une 15e place qui semblerait refléter le vrai rythme de cette Aston Martin. Seuls les McLaren et Albon sembleront avoir été ses rivaux du jour et il aura au moins réussi à les devancer, profitant d'un bel overcut pour passer la Williams. Habitué aux qualifs pauvres et aux remontées en course, le résultat du Canadien aura du mal à sembler brillant cependant, avec un Vettel confiné laissant le remplaçant Nico faire le boulot. Et si la course du pilote allemand aura été solitaire et pavée de petites erreurs coûteuses, nul ne peut reprocher à un pilote n'ayant pas touché à une voiture de course depuis le Nürburgring 2020 d'être à la traîne en termes de rythme de course et brouillon dans ses tentatives de dépassement. En réalité, c'est même le contraire, puisque en collant 250 millièmes à Stroll en qualification, l'image du line-up Aston Martin prend un grand coup à sa crédibilité, et avec une écurie encore en pleine restructuration, avec des infrastructures en construction et une machine clairement loin des objectifs, difficile d'imaginer que Seb Vettel se ravise de retourner en Formule 1 pour jouer la 16e place très longtemps, avec pour seule motivation celle de ne pas avoir à racheter son contrat de sa poche. Après avoir collé une seconde à son coéquipier pour son retour en Formule 1, Alexander Albon enregistre une course solide, 13e, dans une Williams qui semble avoir souffert du manque de roulage sur les derniers jours des essais privés. Une course propre à se défendre comme il pouvait le faire de voitures plus rapides derrière lui, et en battant les 2 McLaren, il réussit à nous faire oublier à quel point Nicolas Latifi adore l'avant-dernière position. 2 seuls pilotes à démarrer en pneus médium, le désespoir était visible sur les monoplaces oranges de Norris et Ricciardo, démontrant un terrible manque de fiabilité aux essais privés, forçant Lando Norris à régulièrement ramener sa machine au stand pour analyser réparation et faisant double labeur en remplaçant au mieux Daniel Ricciardo souffrant du monétisation virus. L'Australien rattrapait du mieux possible son retard dès le vendredi, mais il fut bien loin de son coéquipier en termes de rythme sur les courts et longs relais. Le contexte peut l'excuser, mais ça reste malgré tout un début de saison à l'extrême opposé de ce dont il avait besoin. Et de son côté, Lando a mené le plus long premier relais de course du jour, et il semblait s'orienter vers une stratégie plus conservatrice que ses rivaux, en chaussant les pneus durs, mais il était très clair que les gommes ne fonctionneraient pas, ce qui a aidé Stroll et Albon dans la lutte pour le 3e tiers du peloton.
Avec un duo particulièrement intéressant, Ferrari n'a pas été autant au sommet de son art depuis bien longtemps. Il ne reste plus qu'à voir si la restructuration de Binotto va les aider à lutter régulièrement contre des monstres que sont les garages Red Bull et Mercedes. Pour ces derniers, on s'attend à quelques courses de souffrance, et sur un circuit à haute vitesse comme Jeddah en vue, on ne peut que espérer qu'ils trouvent une réelle solution miracle. Quant à Red Bull, il est facile de se moquer de leur moteur Honda rebadgé Red Bull Powertrain, mais n'oublions pas que la voiture a été particulièrement fiable tout au long de l'hiver, comme dans l'Alpha Tauri. Je m'attends à ce que ce ne soit qu'un coup d'une fois, et j'admets aussi l'espérer, ne serait-ce que pour voir le match de la jeunesse qu'on nous prépare depuis des années. Pour ce qui est de Haas, l'équipe a conscience de ses faiblesses et de son manque de ressources pour le développement, mais nul doute que ces résultats pourra aider l'écurie à saisir de beaux sponsors pour l'aider. Alfa Romeo semble être une force à ne pas sous-estimer, mais les problèmes de fiabilité sont tout sauf une histoire ancienne, et n'oublions pas la descente aux enfers de 2019 après un début de saison tout aussi encourageant. Alpine reste sur leur lancée de 2019 à faire ce qu'ils peuvent avec des résultats nettement en deçà du niveau de leur équipe, de leur duo de pilotes et de leurs ressources. J'en dirais autant pour les McLaren qui semblent pourtant avoir un concept de monoplace intéressant souffrant simplement de problèmes de surchauffe, mais avec une course à haute vitesse sur le circuit urbain de Jeddah, ces problèmes ne sont pas près de s'envoler. Et en parlant de Jeddah et de trucs qui ne vont pas s'envoler, les organisateurs nous rassurent quant au missile passant à proximité de la ville et assurent son bon maintien. Et pour aller à la défense de la FOM, pour une fois, il faut admettre qu'ils ont déjà fait leur bonne action de l'année en arrêtant d'aller dans un pays en guerre. On va pas trop en demander, faut pas abuser. Mais cesse ici mon incessant speech sur ce Grand Prix de Bahreïn 2022, je vous remercie de votre écoute et espère que vous avez passé un agréable moment et vous invite à envisager de mettre un pouce positif sous cette vidéo pour contrebalancer la vue des pouces négatifs que YouTube ne vous montre plus, à mettre un commentaire riche en passion ou en méchanceté que je ne lirai pas mais qui me sera utile pour le référencement, tout comme votre action en devenant abonné de la chaîne. Pour vivre plus de courses, nous avons le Grand Prix du Canada 1973 et sa première safety car chaotique ou une petite dose d'histoire avec notre plongée historique de tous les plus grands pilotes de Formule 1 de Fangio à Hamilton si vous avez une heure à perdre. On se souhaite de gros bisous et on se revoit à très bientôt sur Periscope.